Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde autour des chimères, en compagnie de Pierre-Olivier Dittmar, Didier Grandjean, Paul Widmer, Stéphanie Alosia Moretti. Alors, si vous avez des questions durant la table ronde, vous me ferez signe et je vous rapporterai le micro, comme ça on pourra vous entendre. Je vous ai laissé à l'entrée de la salle des programmes concernant le festival, ainsi que des guides, qu'elle vous expliquera plus tard ce que c'est. Et n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Festival Historicité pour suivre les actualités du festival et aussi des prochaines éditions. Et voilà, je vous laisse profiter de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être présent ici à 18h et pas 18h15. Il semblait qu'il y avait une petite confusion sur l'horaire. Effectivement, cette table ronde autour des chimères s'inscrit dans ce programme sur les traces des chimères. Vous avez la petite affiche en bas. Il s'agit d'une balade, d'un parcours qui nous permet d'aller voir toutes les chimères de la ville. Il y a un QR code, il y en a dans 10 musées, il y en a 10 dans la ville, il y en a dans des lieux différents comme Galerie Papier Gras et Illy Librairie. L'idée, c'est qu'effectivement, que quand vous voyez une chimère, il y a un QR code, vous cliquez dessus et nous avons une cinquantaine de scientifiques qui ont écrit des textes que vous pouvez écouter aussi, qui vous disent ce que sont les chimères ou ce que c'est la bestiole que vous avez en face de vous. Donc, ça fait une manière inédite de se balader à Genève. Donc, merci d'être ici. Merci aux trois professeurs de nous avoir rejoints pour cette table ronde autour des chimères. On va commencer par le professeur Paul Widmer de l'Université de Zurich et du NCCR, donc NCCR Evolving Language, et qui est PA, m'a-t-on dit. PI, sérieusement. Monsieur Paul Widmer est professeur d'études indo-européennes et il va nous parler de chimères. C'est à lui qu'on doit la superbe chimère d'Arezzo qui est derrière nous et nous nous réjouissons de l'écouter. Merci beaucoup, Stéphanie. Oui, c'est la chimère d'Arezzo qui est bien fameuse. Ouais. Et c'est surtout pas... Donc, on connaît l'apparence de la chimère, surtout par, sur la base des descriptions chez Homère et Hésiode. Mais pas seulement, hein. C'est aussi les objets d'art visuel, comme cet objet magnifique, Arezzo. Donc en Italie moderne, a été trouvée en Italie moderne. Cette figurine a été découverte dans un contexte archéologique étrusque, non romain, étrusque. Et au fait, cette représentation, cette figurine-là, correspond très bien à la description que l'on trouve chez les auteurs antiques, Homère, Hésiode. Plus ou moins, il y a des différences. Mais, il semblerait que cette figurine a été inspirée par ces auteurs, donc par la littérature aussi. C'est très important, je crois. Et il n'y a donc aucun doute, je pense, que l'on doit la présence de cet objet en Italie, en Étrurie, à l'influence grecque, donc au contact culturel entre l'Italie et la Grèce. Et on sait que c'était un contact très, très important. Les Étrusques ont beaucoup importé d'art et aussi de savoir intellectuel, l'écriture par exemple, de la Grèce, du monde culturel grec. Et plus tard seulement, ça a été transféré à la culture romaine. Donc c'est par l'Étrurie, par les Étrusques que la chimère, finalement, a trouvé sa place dans la culture romaine.
Mais on se demande ici, donc c'est la période pré-hellénique qui nous intéresse, quelle est donc l'origine de cette créature monstrueuse et fabuleuse. On sait que dans la... Ah, c'est déjà là. Ok, je dois me tourner. Dans le panthéon et la mythologie indo-européenne, donc, il n'y a aucune trace de la chimère. C'est intéressant. Hein. Donc, en principe, la mythologie et le panthéon indo-européen gravitent autour du Jupiter romain, Zeus en grec ou Tyr dans les traditions germaniques. Il y a dans la mythologie indo-européenne, on peut reconstruire, je pense, il y a des monstres. Il y a des monstres, et le plus fameux, c'est un démon nommé Ahi, en sanskrit védique indo-arien, donc dans le sud. Et ce monstre, ce démon, il est décrit comme un serpent. Il a l'apparence d'un serpent. C'est un méchant démon, un démon très méchant. Il terrorise les communautés. Il retient les eaux au printemps. Donc, il menace la fertilité. Mais ce n'est pas une créature hybride. Ce n'est pas une chimère, je crois. C'est vraiment un serpent. Et on le rencontre aussi dans d'autres sphères culturelles indo-européennes, mais c'est vraiment c'est le serpent, je crois. La chimère, par contre, elles ne sont pas faire partie de cette mythologie. Donc, fait pas part de la mythologie que le monde grec a hérité de l'indo-européen. Donc il est très vraisemblable que la chimère grecque a été soit inventée par les Grecs ou ajoutée à la mythologie par les Grecs eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre. La question est donc s'il y a des sources externes. S'il y a des sources externes, on peut s'imaginer que ça a été emprunté et non pas inventé. Au fait, il n'est pas très difficile d'identifier des cultures dans le contexte grec dont on sait qu'elles ont apporté une contribution importante au développement de la culture grecque. Ce sont avant tout les cultures très avancées, ici, de mésopotamienne, Babylone, par ici, un petit peu plus tard, toujours à l'âge du bronze tardif, la Syrie, et bien sûr l'Égypte aussi, plus au sud. Et en Anatolie, c'est pas mal, non? C'est l'empire des Hittites, un grand empire très important dans l'âge du bronze tardif. Et aussi, même un peu plus tard, par ici, l'empire persan des Achéménides, avec les grands rois achéménides qui ont attaqué la Grèce, qui ont livré des luttes, des batailles aux Grecs. Au fait, si on s'occupe un peu avec ces cultures, il semblerait que ces cultures étaient intriguées, pour ne pas dire obsédées, par les chimères et les êtres hybrides, les animaux hybrides de toutes sortes. Et du coup, ces créatures hybrides sont très bien représentées dans l'iconographie et aussi dans la mythologie, dans les narrations, depuis les temps les plus anciens, en fait. Ici, on a une créature sumérienne, donc la
la plus ancienne, je pense, de cette région. On voit très bien ici la tête d'un lion, le corps d'un aigle, probablement. On voit les ailes, on voit les plumes. Avec ses griffes, il s'empare de deux cerfs, un à droite, un à gauche. C'est très ancien, c'est au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans les narrations et les contes, souvent ces créatures font des dégâts énormes, donc elles sont vraiment dangereuses. Elles se battent avec les dieux, mais aussi avec les humains, avec la population. Mais elles servent aussi à dissuader des agresseurs. On s'en sert pour se protéger. Donc il y a toujours deux aspects, ces créatures. C'est aussi le cas de cette créature ici, c'est Mushushu, qui est représentée sur la porte d'Ishtar. Je ne sais pas si vous connaissez la porte d'Ishtar. C'est très impressionnant, à Babylone. C'est un peu plus tard, c'est au 1er millénaire, 6e siècle avant Jésus-Christ. On voit très bien ici la composition de cette créature. On voit ici, soi-disant, un corps d'un lion ici, en principe, je pense, ou d'un quadrupède en tout cas. La tête ici est la tête d'un serpent, on voit la langue, et là en haut, on voit deux cornes, donc il a deux cornes, donc c'est peut-être la chair. On ne sait pas. Fameuse chair. Les pattes sont importantes. Les pattes avant sont les pattes d'un lion. Donc, en principe, c'est un lion, en tout cas, partie antérieure. Et les pattes arrière sont des pattes d'un aigle, les griffes d'un aigle. Ouais. Très important aussi, ici, la queue. De près, on voit bien, c'est la queue se termine en dard de scorpion. Ouais. Donc, les deux côtés sont très dangereuses, l'avant et l'arrière. Et dans les narrations, ce monstre est décrit comme immense, donc il est immense. Et ici, il sert à protéger l'entrée au palais de Babylone. Ces monstres mésopotamiens, donc Babylone, Assyrien, Sumérienne, ont aussi pénétré les cultures voisines. Ça, on sait. Donc ça c'est une créature fabuleuse aussi. Au temps de Darius, donc au temps de l'Empire persan, on voit très bien ici la tête d'un lion, je pense, ici. On a les deux cornes, d'un bélier peut-être, les pattes avant d'un lion, ça peut être des griffes aussi, les pattes d'un aigle, et les ailes ici. Très impressionnant et très beau à voir aussi. Donc, cette créature était posée à l'entrée du palais aussi. Donc, Lavadana, elle s'appelle Lavadana, c'est une très longue entrée. Et je pense que c'était pour impressionner, mais aussi pour protéger. Il n'est donc, je pense, pas trop difficile à identifier les sources des chimères grecques pré-helléniques.
au fait, on peut dire que ce n'est pas une invention des Grecs. Hein. Ça a été emprunté à une culture, une haute culture qui prédate un peu la culture grecque. Il y a beaucoup d'indications qu'elle s'est développée sous l'influence de ce monde. Il est intéressant, et c'est pour ça que on ne voit pas très bien, je pense, de licence. La partie dorsale de ces monstres n'est pas toujours, elle n'est pas fixe. Elle est très flexible. Hein. Parfois il y a des ailes, il y a un peu de tout hein, sur le dos. Ici, c'est aussi c'est persan. C'est la même époque que le lion qu'on a vu sur le slide précédent. On voit ici un élément, donc ça c'est un lion, ça c'est sûr. Là il y a un guerrier qui se combat. Et là-dessus il y a quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, mais peut-être une griffe. Hein. La patte d'un aigle. Donc la partie dorsale, et ça c'est important, je pense, n'était pas fixe, elle était décorée flexiblement. Et il est intéressant, un peu plus tard, non, un peu plus tôt, ça fait rien. C'est aussi le cas de ces deux lions qui sont représentés sur ce slide. Ici à droite, ça c'est une fameuse chimère de Carchemish. Donc c'est néo-hittite en Anatolie au 8e siècle, je crois. Ouais. Ici on voit très bien le lion ailé. Et puis sur la nuque, la tête d'un homme. Et cette représentation ici, c'est sur un vase grec qu'on a trouvé à Corinthe, donc en Grèce, avec à peu près la même chose, un lion ici, qui se met à attaquer ce guerrier, et puis sur le dos, la tête d'un homme aussi. Donc, c'est mon dernier slide, je crois. Ouais. Donc, pour en résumer, je pense, on peut dire que la chimère n'est pas une invention grecque, une longue tradition pré-hellénique. Il y a beaucoup d'indications qu'elle s'est effectivement développée sous l'influence de ces cultures du Proche-Orient, en particulier la Mésopotamie, qui, comme on le sait très bien, a servi de fertilisatrice dans presque tous les domaines de la culture grecque. Technologie, monde intellectuel, mais aussi culturel. Voilà, merci. Merci, professeur Widmer. Pour l'Assemblée, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au courant. Je voulais juste dire qu'effectivement, on comprend tout à fait les proto-chimères, d'où est-ce qu'elles viennent, mais le terme chimère en grec vient de chiméra, qui veut dire jeune chèvre. C'est pour ça que professeur Widmer a voulu remontrer chaque fois où on avait une partie caprine ou du moins une tête avec des cornes. Donc ça explique ça. Et bien sûr, donc on a donc cette chimère grecque, comme disait professeur Widmer, qui naît sous la plume d'Homère en description littéraire, puis ensuite en description littéraire, mais beaucoup plus facile pour les auteurs pour la dessiner, c'est sous Hésiode, qui dit non pas qu'elle est en 3 parties, mais qu'elle a 3 têtes. Donc à partir du moment où elle a 3 têtes, on peut la dessiner, ce qui change notamment l'iconographie. Au tournant de notre ère, ce qui est très intéressant, c'est que le terme chimère passe de chimère, un animal spécifique, à des chimères, c'est-à-dire un peu un synonyme d'utopie, car un animal composite. Et c'est monsieur Pierre-Olivier Dittmar, professeur, maître de conférence à l'EHESS à Paris, qui est professeur
d'histoire et d'histoire de l'art, et qui va nous raconter justement cette longue histoire de chimère, donc qui est née, on l'a vu déjà bien avant l'Antiquité grecque, et qui nous poursuit pendant le Moyen-Âge occidental. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors là, on va faire un bond de plus d'un millénaire pour entrer dans la période médiévale et voir qu'est-ce que devient cette question de la chimère dont on a vu la genèse à l'instant. Alors, pour la période médiévale, le mot est la chose qui était liée, comme vous l'avez dit, chez Homère, où on a cette créature avec 3 parties, une tête de lion, une tête de chèvre, et puis effectivement un arrière-train serpentin, se distingue de la forme où on va avoir plein d'hybrides de différents types qui vont apparaître, et les deux choses ne vont plus se superposer. Et je vais essayer du coup de vous expliquer tout ça et de mettre un petit peu de clarté dans un monde qui est fait pour être confus. Alors, j'ai mis moi aussi la fameuse chimère d'Arezzo pour dire ça correspond exactement à la chimère d'Homère, avec ces 3 parties qui viennent d'être rappelées par Stéphanie. Alors, cette forme-là, elle existe encore pendant la période médiévale. On en trouve des souvenirs ici, par exemple, au plafond des palais des archevêques de Narbonne, qui était un petit peu repeint ici. Vous voyez un relevé ici. Mais le terme chimère n'est pas forcément associé à cette forme-là. La forme existe, elle était sans doute connue par des bas-reliefs. On est à Narbonne, il y a beaucoup de restes antiques. Mais effectivement, il y a un autre vocabulaire qui se met en place, et c'est ce que je vais vous expliquer. Pour le comprendre, il faut vraiment revenir aux catégories les plus fondamentales, et notamment d'abord comprendre, en lien avec le thème de ces rencontres, la question de l'animal, parce que la chimère est un animal. Alors, au Moyen-Âge, la question de l'animal et la question du nom, du mot, sont très intimement liées. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui se passe, dont on est sûr qu'elle soit bonne sur Terre, au paradis, avant que l'homme ne pêche et soit expulsé du paradis, c'est Adam qui nomme les animaux. Et c'est la seule chose dont on est sûr qu'elle soit absolument positive. Et donc dans la Genèse, il est répété à 9 reprises que Dieu crée les animaux selon leur espèce, puis Adam nomme les animaux selon leur espèce. Donc Dieu amène les animaux à nommer à Adam, et donc les animaux défilent et il les appelle. Appeler, c'est même plus fort que nommer, puisque nommer, c'est créer une catégorie, mais appeler, c'est aussi donner un ordre, faire venir à soi, comme on appelle un ascenseur. Et donc c'est bien le terme appeler qui est donné dans la Genèse. À partir de là, le fait de nommer des espèces, des animaux, va devenir une ligne extrêmement importante dans l'histoire occidentale pendant tout le Moyen-Âge, où on va avoir des ouvrages et des images qui vont être basés sur des espèces bien séparées dans des catégories. Ça, c'est un livre des bêtes de Barthélemy Langlais. Et spontanément, c'est ce qu'on fait tous quand on est face à ces images, eh bien, on se remet dans la position d'Adam, comme on est dans cette position lorsqu'on est devant une cage dans un zoo et on cherche à deviner l'espèce. Et je vous montre ces images pour vous montrer que les espèces animales peuvent prendre des formes extrêmement variées. Ici, vous pouvez en reconnaître plusieurs, notamment un écureuil, mais vous pouvez aussi reconnaître un dragon et une sirène. Il ne s'agit pas de chimères, il ne s'agit pas de monstres, il ne s'agit pas d'hybrides. Pour les femmes et les hommes du Moyen-Âge, c'est des animaux comme la licorne et l'éléphant. Certains sont quotidiens comme le chien, d'autres vivent au loin comme l'éléphant et la licorne, mais personne ne remet en doute leur existence. C'est à peu près le statut qu'a l'atome chez nous, on ne le voit pas, mais on sait que ça existe. Ces choses-là, elles ont un nom, et donc c'est des êtres qui existent, c'est des animaux, même s'ils sont étranges, même si on ne les voit pas. Et on sait effectivement qu'il y a des animaux fantastiques qui existent un petit peu loin, il y a beaucoup de récits de voyageurs qui les montrent. Mais c'est important de se dire que tous les animaux sont un peu fantastiques. Par exemple, quand on décrit le hérisson, à partir d'ailleurs de textes antiques issus de Pline, eh bien on dit, voilà, le hérisson, c'est un animal qui va se rouler au pied des pommiers ou des vignes pour mettre des grains de raisin ou des pommes sur son dos. Donc là, on se dit, les femmes et les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas plus bêtes que nous, ils savaient très bien que le hérisson ne fait pas ça, il mange des limaces, etc. Cela dit, les éthologues aujourd'hui ont repéré ce comportement. C'est un comportement qui est extrêmement rare, mais qui existe
Et au Moyen-Âge, on décrit les animaux, et là j'utilise un peu un vocabulaire philosophique, à partir de leur puissance et non pas à partir de leurs essences. C'est-à-dire, on ne cherche pas le point commun entre tous les mammifères, est-ce qu'effectivement c'est des quadrupèdes, est-ce qu'ils allaitent, etc. On va mettre en avant qu'est-ce que les animaux peuvent faire. Eh bien, un hérisson, il peut faire ça. Quand on décrit le chat, on dit il existe un animal dont les yeux éclairent la nuit, quand on le lance en l'air, il retombe sur ses pattes et qui chasse les souris. Si on le décrit comme ça, on n'a jamais vu un chat, on se dit c'est une créature incroyable. C'est le chat. On décrit les animaux par leur singularité, par leur puissance. Donc, elles peuvent être très variées. Ça, c'est les animaux, c'est clair. Mais après, il y a les monstres. Les monstres, c'est tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est un monstre? Là aussi, le vocabulaire est absolument essentiel. Un monstre, c'est un corps signifiant. Ça veut dire c'est un corps qui s'impose comme un signe. C'est un corps qui montre quelque chose. Et c'est comme ça que le terme est glosé au Moyen-Âge. Donc, quand il y a une naissance curieuse, etc., qui constitue un écart par rapport à la norme, on considère que c'est un signe annonciateur de quelque chose. Et donc là, c'est la naissance d'un être hybride qui annonce la mort d'Alexandre dans un roman d'Alexandre et le partage de son empire en différentes parties. Et donc on va interpréter ces corps-là. Donc ça peut être des naissances individuelles en Occident ou ailleurs, mais ça peut être aussi des corps de peuples entiers qui sont considérés comme des peuples humains. Donc il n'y a pas de racisme au Moyen-Âge, le terme d'ailleurs n'existe pas, ou uniquement pour les chiens. Mais il y a des peuples qui ont des formes différentes, et eux, ils sont appelés monstres parce qu'ils nous disent quelque chose. Et ces textes sont des supports de discours moraux. Donc là, vous en voyez quelques-uns, les hommes à tête de grue, les hommes à tête de chien, qui sont les plus fameux. Et je vous en montre pour le plaisir. Vous les voyez ici représentés dans une map monde, dans les bords du monde. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a une forme de relativisme. On dit un être qui naît ici avec, disons, un seul œil serait vécu comme un monstre en Occident, mais on ne connaît pas l'entièreté du monde. Et de nombreux auteurs disent qu'il existe peut-être des régions où tout le monde a un seul œil, et c'est nous, avec nos deux yeux, qui serions les monstres de ces peuples-là. Je passe un peu rapidement sur ces différents monstres, je vous en montre juste par plaisir. J'aime particulièrement le sciapode, skia de l'ombre en grec, qui est un monstre avec un seul pied mais énorme, qui court très vite et qui peut se servir de ce pied unique de parasol pour se faire de l'ombre quand il fait trop chaud, ce qui est évidemment utile dans les régions où il vit, plutôt en Éthiopie. Il y a aussi des monstres plus de comportement, et ça, c'est le cas notamment des différents peuples anthropophages. Donc, ce n'est pas forcément une question de corps, mais c'est peut-être aussi une question de mœurs. Et une fois qu'on a dit ça, donc on comprend bien la différence entre les animaux et les monstres, mais tout ça, c'est des êtres qui existent et qui ont un nom. Et là, maintenant, on va arriver au cœur du sujet, qui est la chimère. Parce que la chimère, c'est tout autre chose. La chimère, au Moyen-Âge, a un sens tout à fait différent de celui qu'il avait chez Homère. C'est presque synonyme du terme de fantaisie au Moyen-Âge, qui est une catégorie aristotélicienne. Et chez Aristote, la fantasia, c'est une capacité de l'esprit de créer des images à partir d'autres images. C'est-à-dire, je peux mentalement faire exister un être qui n'existe pas dans la nature, prendre, et c'est l'exemple que donne Aristote, un avant-train de cheval, un corps de jeune femme et un arrière-train de lion, et mentalement faire exister une créature comme ça. C'est une puissance, disons, cognitive, mais qui existe aussi que peuvent s'approprier, disons, les artistes, et effectivement faire exister sur le papier des êtres qui sont des pures créations de l'esprit. Mais ce qui est très important pour le cadre médiéval, c'est que ces êtres-là sont de pure forme et n'ont pas de nom, si ce n'est que c'est une fantaisie. Ou l'autre terme qu'on peut utiliser, c'est chimère. Et donc là, vous voyez ici, dans un manuscrit justement aristotélicien, dans la marge du texte qui raconte ça, l'auteur a fait ce petit dessin un peu rigolo et a dit, voilà, la chimère est un animal fictif. Et Jean Gerson va dire d'à peu près dans les mêmes années, en fait, on ne peut jamais dire « ceci est une chimère ». Parce que par définition, une chimère, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais
évidemment, ça a des conséquences phénoménales chez les artistes de se dire on va ouvrir un espace de représentation, de langage pour des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire on ouvre un espace qui est l'espace de l'utopie et d'une forme aussi d'autonomie de l'art qui donne effectivement une nouvelle indépendance aux artistes de tout ordre qui peuvent effectivement s'éloigner de textes canoniques ou de représentations du monde matériel. Et à partir du XIIIe siècle, les hybrides, et donc les chimères au sens médiéval, c'est-à-dire des êtres qui n'existent pas, envahissent absolument la représentation. On les trouve dans les marges des manuscrits les plus prestigieux, ici un psautier, et existent comme, support moral, disons comme étant un contre-modèle. Vous avez dans la lettre, dans le verbe, ce qu'il faut faire, et puis vous avez un monde mélangé, qui est où les espèces ne sont pas stables, qui est un monde d'après le paradis, et c'est ce monde des marges, et c'est ce monde des chimères. Donc, c'est des chimères qui sont extrêmement inventives. L'inventivité, la variété est un critère essentiel de l'esthétique médiévale, où on ne retrouvera jamais deux fois la même forme, on ne trouvera jamais deux fois exactement cet homme poisson en train de pêcher, etc. Et il y a donc cette immense variété, mais derrière ces images, il y a aussi un discours moral, c'est-à-dire que on prend de plus en plus l'habitude de créer un type de chimère particulier qui est un avant-corps humain et un arrière-train animal. Et se structure dans ces années, disons, de la deuxième moitié du XIIIe siècle, un nouveau discours qui est un discours qui sépare l'homme du reste des animaux, puisque avant il n'y avait pas de catégorie pour dire associer ensemble le pingouin et l'étoile de mer, mais pas l'humain, ce qui est la catégorie de l'animal. Cette catégorie est inventée au XIIIe siècle. Il y a une invention de l'animal à ce moment-là. Et en même temps qu'on invente l'animal, on invente une nouvelle conception de l'humain, une nouvelle conception du corps, qui divise le corps entre une partie proprement humaine et une part animale de l'homme. Et les artistes représentent cette nouvelle conception de l'humain avec sa part animale dans ce genre d'images tout à fait drôles qui sont dans les marges des bréviaires, des psautiers, qui ont tout un discours métaphorique, puisque ici les petits lapins représentent un principe féminin, puisque c'est un jeu de mots en ancien français. C'est le même mot, conin, qui dit le sexe féminin et le lapin. Donc il y a toute une série de jeux de mots comme ça, qui montrent des hommes animés par leur part animale et, guidés par les femmes. Une fois que ce discours se met en place à la fin du XIIIe siècle, il se diffuse absolument partout dans les marges de la représentation, pas seulement dans les marges des manuscrits, mais aussi dans les marges des différents édifices religieux, toujours en tant que contre-modèle, image du mal, d'un monde mélangé, etc. On le retrouve à Lausanne de façon remarquable au portail de la cathédrale, sous les pieds des apôtres, qui eux représentent le centre ici. Donc ici, voici une chimère médiévale. Et puis, plus généralement, c'est quelque chose qui devient une image de l'homme en général. C'est-à-dire que les individus se pensent comme étant un peu schizophréniques, séparés entre des aspirations spirituelles et puis un corps animal. Donc, tout le monde se décrit un peu comme une chimère, jusqu'à Saint Bernard lui-même, qui, dans une lettre à d'autres moines, dit ces mots assez troublants. Il dit « Je crie vers vous, ma vie monstrueuse, ma conscience tourmentée. Je suis comme la chimère de mon siècle, ni clerc ni laïque, moine par l'habit, mais bien moins religieux par la façon dont je vis, puisqu'il traverse l'Europe pour faire ses actions diplomatiques. » Il me reste 2 minutes, 5 minutes, magnifique, c'est encore mieux. Pour vous donner un dernier aspect de la chimère qui est extrêmement important, c'est la dimension comique, ou plutôt la dimension drôlatique. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que les chimères font rire, on a souri quand on a vu les images devant nous. Et au Moyen-Âge, on appelle ces figures-là des drôleries. Le terme de drôle est un terme parfaitement ambivalent, qui vient du néerlandais qui a donné le mot troll, donc petit être facétieux, et qui reste en français contemporain un mot ambivalent, c'est-à-dire on peut dire que c'est une situation drôle, mais si on parle de quelqu'un en disant c'est un drôle de type, lui c'est un drôle, on sent bien que c'est une drôle de situation, il y a une part d'angoisse dans ce terme-là.
Et ces êtres qui témoignent à la fois, disons, d'une dimension gaguesque de l'existence, mais aussi du fait que l'homme ait quitté le paradis et ne soit plus effectivement aussi noble, c'est ça qu'on appelle des drôleries. Après, ces choses-là, elles sont utilisées dans des pamphlets au XVIe siècle, comme ici de quelqu'un qui se fait passer pour Rabelais, qui aurait dessiné les figures, disons, issues de son imagination. Et donc, il y a tout un nouveau type de monstre qui apparaît à ce moment-là. On en trouve dans le parcours des chimères au Musée international de la Réforme, qui sont du même ordre. Je vous montre celle de ces songes drôlatiques, qui sont magnifiques. Et il me reste quelques secondes pour vous dire simplement la façon dont l'auteur présente ces drôleries, puisque en fait on a très peu de texte autour de ces images. Et là, l'auteur, disons, fait un prologue magnifique qui nous donne, je crois, beaucoup à penser sur le sens de ces images. Et du coup, je vous le lis rapidement. Il dit, « Je ne veux pas donner de signification, la signification de ces images. Certains le feront mieux que moi et en donneront un sens, mystique ou symbolique. Je n'ai pas voulu donner de sens, car comme le dit un proverbe, quand le vin est bon, il ne faut pas de bouchon dans la taverne. Je n'ai pas voulu dire mes intentions. D'une part, parce que je ne suis pas sûr d'elles, d'autre part, parce qu'il est dur de faire plaisir à tous les individus qui sont eux-mêmes très lunatiques. J'espère toutefois que plusieurs s'en trouveront satisfaits, que celui qui est d'un naturel rêveur y trouvera de quoi rêver, que le mélancolique y trouvera de quoi se réjouir, et que le joyeux trouvera de quoi rire pour les bizarreries, autre terme important, qui sont contenues. Je prie chacun d'entre eux de le prendre en bonne part, l'assurant que je n'ai ni l'intention de n'être rattaché, ni rattaché ni compris de quelque parti ou groupe que ce soit, mais seulement de servir de passe-temps à la jeunesse. Espérant aussi que plusieurs bons esprits pourront utiliser ces images, soit pour en faire des décors, soit pour monter des spectacles, soit pour les utiliser à ce qu'ils voudront quand l'occasion les y incitera. Voilà ce qui m'a conduit à faire connaître ce petit labeur, te priant affectueusement de le recevoir d'aussi bon cœur qu'il t'est présenté. Ce texte très beau montre l'ultime évolution de l'hybride et des chimères en tant que décor, puisque à partir effectivement du Concile de Trente, on va dire des années 1560, ces images sont globalement exclues du cadre religieux où elles étaient favorisées avant, et pour se réfugier dans le décor, comme on en trouve à quelques mètres d'ici, dans cette rampe d'escalier, où on va les retrouver effectivement dans les accoudoirs des fauteuils, dans les décors baroques, puis rococo, etc. Et c'est une vie, disons, mineure, disons, des hybrides qui commencent à ce moment-là et qui survit jusqu'à aujourd'hui. Et ultime slide, je voulais ici rendre un hommage à Nicolas Nova qui a enseigné ici à Genève et qui effectivement a montré dans ses ouvrages, avant de disparaître précocement, l'incroyable persistance et retour, disons, de nouveaux hybrides, et s'est intéressé aux apparitions d'espèces qui sont le propre de notre monde. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Dittmar, et merci d'avoir fait mention de Nicolas Nova, qui aurait dû être parmi nous ce soir d'ailleurs. Maintenant, c'est au tour du professeur Didier Grandjean, professeur et directeur du Centre interfacultaire des sciences affectives ici à l'Université de Genève, qui est professeur en neurosciences et psychoneurologie. Genre. Et qui va nous parler plus précisément qui va continuer le parcours et par qu'est-ce qu'une chimère maintenant. Oui, bonjour, merci beaucoup Stéphanie, merci pour vos présentations, c'est très intéressant. Moi je ne connais rien aux chimères, mais ce que je veux vous introduire, c'est au fond comment on se représente ce type d'hybride. Alors il y a trois choses. Je veux parler des processus émotionnels, c'est-à-dire en fait ces animaux étranges, drôles, induisent toute une série de mécanismes, d'évaluation qui vont nous mettre dans des émois particuliers, que ce soit en termes de protection, si ces chimères peuvent nous protéger, ou en termes de menaces, puisqu'il y a aussi toute cette référence à des choses qui sont menaçantes. Or, on a évidemment tout un équipement cérébral pour détecter typiquement les menaces.
ou au contraire les choses positives. C'est ça que je veux un peu introduire ici. Et puis je finirai sur les hybrides ou les chimères d'aujourd'hui, puisqu'il y a dans plein de laboratoires à travers le monde, on est en train de construire des êtres qui n'existent pas, à partir de cultures de cellules, on appelle ça aujourd'hui des organoïdes, et je vais finir sur cet aspect-là. Donc d'abord peut-être sur les processus émotionnels, donc on a tout un équipement neuronal pour être touché, c'est la suite de Darwin, cette idée que les émotions au fond nous préparent à une réaction adaptée qui nous permet soit de fuir, soit de combattre, si on pense avoir suffisamment de puissance pour combattre le monstre, comme tu l'as aussi montré avec ce guerrier qui essaie de combattre la chimère. Et donc, on part, si vous voulez, d'un processus visuel pour se représenter ces chimères. Donc, on a au fond de notre rétine des photorécepteurs qui sont en fait une sorte de bout de cerveau qui sort dans le monde pour capturer l'information et qui va être transféré dans votre cortex occipital qui est à l'arrière de votre tête. C'est là que les neurones vont décharger pour nous donner l'impression de voir. Parce que tout dans notre cerveau n'est que série de décharges neuronales qui codent pour des représentations de la réalité. Donc, ça arrive à votre cortex occipital, c'est là que se construit au fond la représentation visuelle avec des cellules qui vont détecter les droites dans cette région de l'espace, quelques neurones au fin fond de notre cortex visuel primaire. Et puis progressivement, en fait, ça va revenir vers l'avant de notre cerveau, particulièrement dans les lobes temporaux. Donc, des deux côtés, vous avez les lobes temporaux. En fait, c'est bien que je n'ai pas pris de slide, parce que comme ça vous fait représenter, imager votre cerveau. Et donc, on a ces lobes temporaux. Et dans ces lobes temporaux, en fait, il y a toute une partie inférieure, c'est ce qu'on appelle la partie ventrale, où se construisent les objets. C'est-à-dire où on construit des représentations qui, par exemple, sont très importantes pour l'identification. Donc, les visages, par exemple, on a une région cérébrale qui a été très étudiée, qui s'appelle la fusiform face area, qui est une toute petite région dans ce cortex temporal ventral qui nous permet d'utiliser les variances et invariants de la notion de visage pour identifier les individus. Et il y a un syndrome très connu et très étudié dans la littérature, ce qu'on appelle la prosopagnosie. C'est l'incapacité, si les personnes ont une lésion dans cette région, la fusiform face area, eh bien, elles n'arrivent plus à utiliser l'information de visage. Elles perçoivent toujours des visages, mais elles n'arrivent plus à faire le lien avec une identité. Donc, elles ne vont plus reconnaître leur mari, elles ne vont plus reconnaître leur femme, à moins que la personne parle. Et elles sont tout à fait capables d'identifier la personne, par exemple, sur base vocale. Donc, ce n'est pas les neurones qui codent pour l'identité qui sont atteints, c'est bien ceux qui permettent d'extraire l'information du visage pour se représenter une identité. Évidemment, dans les chimères, vous avez tout ce mixte d'incongruité entre une représentation d'un visage ou d'un faciès qui est animal ou humain, et puis qui est mixé avec un corps. Alors le corps aussi, ça fait l'objet de plein de travaux. Il y a aussi évidemment une région qui code pour les corps. Ça s'appelle la Extrastriate Body Area, EBA. Elle est juste à côté de la FFA, toujours dans votre cortex temporal, et nous permet de nous représenter en fait des corps. Et évidemment, la chimère, elle a cette incongruité entre une représentation d'un faciès humain ou animal et un corps plus ou moins complexe avec des composantes qui sont complètement incongrues, atypiques, et donc provoquent tout un traitement cérébral
qui va aller aussi dans le domaine des valeurs. Et ça, c'est ce que vous avez aussi évoqué avec ces notions de drôlerie, mais également de menace. C'est-à-dire, c'est comment on attribue une valeur à un objet représenté. Donc, je vous ai parlé jusqu'à maintenant de la représentation de l'objet. Et puis, on a d'autres régions cérébrales, dans les régions frontales, qui nous permettent d'évaluer, en fait, l'objet représenté. Et ça, ce sont donc le cortex orbitofrontal, c'est juste au-dessus de vos orbites. Et les lésions dans ces régions orbitofrontales provoquent des catastrophes sur le plan comportemental, puisque les gens n'arrivent plus à évaluer qu'est-ce qui est adéquat ici et maintenant en termes de comportement. Et donc, ils vont développer des tendances de désinhibition, par exemple, hein, donc commencer à avoir des propos insultants. Ils vont avoir de la peine, en fait, à réfréner leur tendance à violenter l'autre ou à l'instrumentaliser. Hein. C'est aussi des gens qui vont développer des psychopathies en termes d'instrumentalisation des autres. Donc je vous parle de ces notions de valeur parce qu'en fait, dans la chimère, hein, il y a tout cet espace de représentation autour des valeurs et on a tout un équipement neuronal pour attribuer de la valeur à ces objets représentés et donc à manipuler en quelque sorte des symboles qui nous permettent de mieux appréhender hein, peut-être et représenter toute la symbolique qu'il y a autour de l'appréciation, de l'évaluation d'autrui, de situations. Et en quelque sorte, ça pourrait nous entraîner, hein, c'est-à-dire utiliser des représentations qui n'existent pas en termes de valeur, comme on le fait par exemple dans les narratifs, hein, dans les écritures, les livres ou dans les films. Hein. On a tout ce plaisir, par exemple, à se faire peur. On peut aimer se faire peur, en fait, à travers des films. En quelque sorte, on s'entraîne à gérer notre peur. Et c'est une manière, en fait, qu'a trouvé l'humain, à travers le symbolique, que de s'entraîner à faire face à des situations auxquelles, tôt ou tard, il va être confronté. La mort, la maladie, tous ces éléments difficiles à vivre, eh bien, on peut, à travers le symbole, s'entraîner à réagir et à s'adapter ou chercher à s'adapter à ces situations négatives. Donc ça, c'était des éléments que je voulais rapporter. Et peut-être, je ne sais pas combien de temps il me reste. Un autre élément, c'est donc les chimères d'aujourd'hui. Dans les laboratoires, aujourd'hui, il y a, en partie pour remplacer d'ailleurs tout ce qui est recherche animale, hein, l'animal, la représentation de l'animal a beaucoup évolué à travers les recherches d'un grand nombre de chercheuses et de chercheurs hein, pour attribuer au fond ce qu'on appelle la singularité de l'humain ou la spécificité de l'humain, en fait de démontrer qu'au fond il y a des mécanismes antécédents déjà présents chez plein d'animaux, hein, chez nos primates les plus proches, hein, nos grands cousins que sont les apes, hein, donc les grands singes, chimpanzés, bonobos, etc., qui montrent des facultés tout à fait étonnantes en termes d'utilisation d'outils, en termes de culture, hein, en termes de groupes et d'associations à des représentations partagées de groupes culturels. Il y a vraiment une culture chez les grands singes, mais aussi chez les monkeys, donc chez les singes, les travaux qui montrent ça. Et donc l'animalité s'est peu à peu défaite. Et donc aujourd'hui, on a quand même de la peine à penser que c'est une bonne idée que de se trucider des animaux qui ont un sens et de la souffrance comme nous, les humains. Et l'argument pour dire « ah oui, mais ça, c'est pour nous servir » devient éthiquement questionnable. Hein. On peut se questionner si c'est vraiment éthique que de faire souffrir des animaux pour améliorer notre vie. Parfois même de manière
complètement inutile. Hein. Pensez aussi aux souffrances qu'on inflige dans les élevages industriels. C'est dramatique. Donc, des chercheurs se sont dit, mais créons au fond des organoïdes qui n'ont pas de capacité cognitive importante, et on peut tester nos produits sur des ensembles de cellules en fait, qu'on cultive. Et donc, il y a plein de labos dans le monde aujourd'hui qui cultivent des cellules, des neurones, qui s'organisent. Hein, il y a des neurones qui s'organisent, ils se mettent même à osciller, hein, c'est-à-dire ils ont des mécanismes cérébraux de traitement d'informations. On ne sait pas du tout ce qu'ils font, ces organoïdes, mais en modifiant les milieux de culture, en fait, vous pouvez spécialiser les neurones et donc avoir ces chimères. Donc, c'est des espèces d'êtres qui n'existent pas, enfin qui existent, mais qui n'existent pas dans le monde et qu'on crée. Un autre type de chimère qu'on crée aussi en laboratoire ces derniers temps. Là, il y a un papier qui vient de sortir dans Science où ils ont introduit des gènes du mammouth laineux dans une souris. Ils ont créé une souris qui a des gènes de mammouth laineux. Donc c'est une souris, je n'ai pas la photo, mais vous pouvez la trouver sur Internet très facilement. Elle a des très longs poils roux, en fait, et puis elle est très résistante au froid. Et donc on a créé là aussi une chimère. Et c'est complètement fascinant qu'on puisse aujourd'hui créer des êtres, et on joue là un peu aux sorciers, hein, aux apprentis sorciers, puisqu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, hein, ces créations, ces réintroductions d'êtres qui ont disparu, que nous aussi on a détruits. Hein. Maintenant il y a des gens qui essayent de recréer le dodo, hein, qu'on a tué, et par exemple le tigre de Tasmanie aussi. Donc il y a des tentatives comme ça de recréer des espèces disparues. Peut-être on devrait aussi s'inquiéter de celles qu'on est en train de faire disparaître, hein, de maintenir la biodiversité. Mais ça, c'est une autre question de où c'est qu'on met nos fonds. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ces éléments de chimère. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir fait cette espèce de tour du bestiaire fantastique jusqu'aux chimères génétiques. Je crois que vous avez un espèce d'état des lieux de la situation, rapide bien sûr. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Non. Vous avez sûrement plein de questions, mais vous ne formulez pas. Peut-être. Non. Tout était clair. Mais moi j'ai une question à mes collègues. Dans la littérature sur les chimères, est-ce qu'est évoquée aussi les vocalisations des chimères ? Est-ce qu'on sait si ces êtres, dans les représentations littérales, au fond, produisaient des sons, ou étaient censés produire des sons ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je sais pas. Mais, par exemple, moi j'ai lu, mais il y a longtemps, je ne me rappelle pas. Typhon parle effectivement... Les sirènes chantent. Oui, Typhon parle comme des chiens, une meute de chiens, mais vous, Pierre-Olivier ? Oui, au Moyen-Âge, c'est un vrai objet de discussion, notamment avec là aussi la redécouverte d'Aristote, où on se pose plein de questions. Par exemple, quand on parle du serpent de la Genèse, est-ce que le serpent a pu parler ? Donc on commence à disséquer des serpents, on dit il n'y a pas de corde vocale, c'est compliqué, alors on essaie de comprendre. Voilà, c'est le diable qui a pris le corps d'un serpent, donc quand le diable prend possession, il peut garder des capacités qui sont celles du diable et effectivement modifier la morphologie. Donc c'est des questions qui sont très, très vives, pour imaginer aussi dans quelle mesure il faut intégrer les différents peuples que je vous ai montrés dans l'humanité. En fait, on s'en fiche de la forme que peut avoir le corps des humains. La seule condition pour rentrer dans l'humanité, c'est d'être rationnel, et donc de pouvoir le verbaliser. Et donc, on regarde les différents monstres que je vous ai montrés, on se dit, mais alors est-ce qu'ils peuvent parler ? Il y a les peuples de ceux qui ont une toute petite bouche et qui aspirent uniquement les odeurs, se nourrissent uniquement avec les odeurs, avec leur bouche microscopique. De se dire, est-ce que la bouche est suffisamment grande pour pouvoir produire des sons ? Enfin, ils sont dans des grands débats autour de ce genre de choses.
Donc dans l'Antiquité, les créatures hybrides comme les centaures, bien sûr, c'était des humains qui parlaient. Ah, ouais. Mais je sais pas pour les vrais chimères, si ça va vocaliser, je sais pas. Il y a toujours cette question aussi, effectivement, des questions, comme vous disiez, Pierre-Olivier, c'est effectivement Aristote se posait des questions très rationnelles. Alors effectivement, peut-être qu'au Moyen-Âge, on disséquait des serpents, mais par exemple, il y a beaucoup de... Aristote se dit, un centaure, c'est quoi son régime alimentaire? Est-ce qu'il mange comme un humain ou comme un cheval? Quelle est son espérance de vie? Donc, on pense vraiment qu'on peut en croiser, si on s'éloigne un petit peu des zones habitées, on peut en croiser. Il y a aussi l'autre question, c'est que pour Aristote, justement, malgré qu'Hérodote ait été beaucoup au nord de l'Afrique, il dit en tout cas quelque chose qui ressemble à ce qu'on décrit comme un éléphant n'est pas possible. C'est absolument impossible qu'on ait un corps aussi grand et un espèce de serpent à la place du nez, ça alors vraiment pas. Par contre, effectivement, les centaures ou les satyres, ça pose pas de problème. Donc, il faut déjà aussi pas oublier que, en fait, un bestiaire fantastique ou un bestiaire exotique, c'est extrêmement proche. Il faut bien imaginer qu'avant qu'on ait trouvé un ornithorynque, bien sûr que ce type d'animal n'entrait dans aucune de nos catégories. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez la terre qui est grandement una terra incognita, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, ça implique qu'il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un petit peu facile maintenant avec nos regards de contemporains de se dire oui, mais quand même ils avaient ces idées, ils croyaient que ça existait. Mais en fait, pourquoi pas? C'est un peu ça la question. Et je voulais aussi rajouter quelque chose qui, par rapport à Paul Widmer spécifiquement, et peut-être Pierre-Olivier aussi, c'est qu'il y a les chimères, donc on a bien compris que ça peut être d'une seule chimère qu'on passe à un pluriel, mais il y a surtout un chiméros, et ça c'est dans l'Ancien Testament, étonnamment, chiméros, un chimère masculin qui est donc un bouc émissaire. Et ça nous rappelle plein d'autres choses, ça nous rend compte de cette espèce de lutte entre le bien et le mal, mais surtout le statut des héros. Parce qu'en fait, pour être un héros, il faut vaincre quelque chose de forcément très dangereux. Et la chimère, en fait, produit des héros, ou tous ces monstres produisent des héros, parce que Héraclès l'avait bien dit, qu'est-ce qui serait devenu s'il n'avait pas eu de héros de monstres à combattre? Donc c'est un peu les deux côtés. L'utilité des créatures fantastiques a peut-être aussi ce rôle-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, voilà. C'est plus une réflexion. Je suis désolé, je n'ai pas de questions. Ah, merci. Mais je trouvais intéressant, en fait, que voilà, à l'époque moderne, c'est l'homme qui produit les chimères. Alors, on peut penser à Adam qui appelait les animaux, donc pas les chimères. Mais ouais, voilà, j'ai pas vraiment de questions, mais je trouvais juste intéressant de penser à la genèse de la chimère. Alors on pourrait demander quelle chimère, à quelle époque. Mais oui, est-ce qu'il y avait une part divine ou bien en opposition au divin, justement, souvent, d'où vient la chimère, quelle fonction elle a? Alors le monstre montre. Est-ce que la chimère a une fonction différente? Elle fait des héros, apparemment. Quelle est l'intention première, s'il y en a une, dans la chimère? Est-ce que vous avez les chimères antiques, extrêmement antiques, Paul Widmer, vous avez une raison? Non, je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas. Ce qui est remarquable, je pense, c'est que les chimères font... Ouais, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Les chimères font toujours partie des narratives mythologiques. Donc c'est vraiment la sphère des chimères. Dans un certain sens, ils sont... Mais je ne suis pas spécialiste. Dans un certain sens, ils font pas partie du quotidien. Ils ne font pas partie du monde
de la vie quotidienne. Donc c'est vraiment séparé. Donc, on a la sphère mythologique et puis on a la vie quotidienne. Et les chimères appartiennent à cette sphère mythologique. Donc, en principe, à la sphère, donc à ce qui se passe dans la tête. Merci. Pierre-Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, c'est vrai que dans un cadre médiéval, cette question, elle a un sens très, très fort, parce que, comme je l'ai montré avec les images d'Adam, nommant les animaux, dans le monde paradisiaque, avant la tentation et la sortie du paradis, la chute, on est dans un monde aux catégories parfaites, où il n'y a pas d'hybride, où on répète tout le temps, le monde est fait selon son espèce. Chaque catégorie a le bon nom. Et quand on a le bon nom pour la chose, on peut l'appeler, ce que j'ai essayé de dire trop rapidement. Et pour les femmes et les hommes du Moyen-Âge, quand on est sorti du paradis, on est dans un monde où les catégories se sont mélangées. Eux, ils disent on est rentré dans la zone de dissemblance, où les choses ne se ressemblent plus. Et du coup, les animaux ne nous obéissent plus. Il y a des animaux, on a beau les appeler, ils ne reviennent plus. Donc tous les animaux sauvages, par exemple, sont une conséquence du mauvais comportement de l'homme, qui effectivement a perdu effectivement les bons mots pour pouvoir appeler les animaux quand ils étaient bien dans leur catégorie, bien dans leur espèce. Ce qui fait que tous les animaux au paradis étaient tous herbivores, ne mangeaient pas l'homme. L'homme lui-même était végétarien. Et il y a une espèce de rêve scientifique, y compris chez Bacon, au XVIIe, qui dit en fait le but de la science, c'est pas l'argent, la gloire, même la connaissance gratuite. Le but de la science, c'est de redonner aux créatures leur vrai nom et retrouver, grâce à ça, la maîtrise totale que l'homme avait sur la nature. Et effectivement sortir, en gros, du destin tragique de l'humanité, de la zone de dissemblance. Merci beaucoup. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs, et vous tous, de votre intérêt, à vous dire d'aller faire une petite balade, si vous avez envie. Il fera beau tout ce week-end, donc c'est bien, jusqu'à dimanche, et à vous inciter à regarder autour de vous. Même si nous sommes dans une ville calviniste, il y a beaucoup de chimères sur nos façades et dans nos parcs. Donc, ce qui est assez intéressant, on pourra peut-être les voir sous un œil neuf maintenant qu'on a eu vos explications. Merci à tous et très bonne soirée. Merci.